Je vais commencer cette intervention par vous poser la question de savoir si vous avez déjà eu une discussion avec quelqu'un de 13 minutes par exemple, et qui se serait soldée par une incompréhension que vous n'avez pas repérée au début de la conversation, mais qui s'est au final conclue par une incompréhension. Ces situations où vous pensez avoir compris ce qu'on est en train de vous dire, que l'autre pense avoir compris ce qu'il est en train de vous dire, et ça s'appelle des situations de quiproquo. Et ces situations de quiproquo sont très, très répandues dans le langage. La plupart du temps, ce n'est pas très grave. Tout se passe à peu près bien. Mais dans certaines situations, comme dans l'histoire que je vais vous raconter, le 27 mars 1977, eh bien, ça aboutit à 583 morts, 61 blessés graves. C'est le plus grave accident de l'aviation civile. Qu'est-ce qui s'est passé sur cet aéroport de Los Rodeos, aux îles Canaries? Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que, de manière complètement inhabituelle, il y a eu un attentat sur l'aéroport principal des îles Canaries qui s'appelle Las Palmas, et l'ensemble du trafic aérien a été détourné sur un petit aérodrome, pas du tout prévu pour accueillir des avions qui font des liaisons transatlantiques, des avions moyens courriers qui font des liaisons en Europe. Et tous ces avions se retrouvent sur ce tarmac de l'aéroport, un peu en fouillis. Et comme ils ont été détournés parce qu'il y a eu un attentat sur l'aéroport principal, il faut réussir à les faire redécoller assez vite pour permettre d'éviter que les pilotes, les équipages tombent sur leur butée horaire et doivent passer quelques nuits encore à Tenerife. Ce qui est pas mal. Hein. Et donc pour faire ça, les contrôleurs aériens vont demander tour à tour à chacun des avions qui vient se présenter sur la piste. Vous avez le Boeing de la KLM, qui est le premier dans la piste, qui va donc demander à remonter la piste pour venir se positionner en position de décollage. Tout se passe très bien, il y a deux solutions pour faire ça. Soit on reprend la piste elle-même, soit on va descendre la piste pendant un bout et puis après sortir à un moment donné de la piste pour pouvoir regagner le bout de la piste de décollage. Les contrôleurs aériens choisissent la première solution. Donc l'avion de la KLM va remonter la piste jusqu'au bout pour venir se mettre en position de décollage. Une fois que cette demande a été faite, l'avion de la Pan Am, qui est le deuxième dans la file, va demander exactement la même chose. Qu'est-ce que je dois faire pour me mettre en position de décollage? Les contrôleurs aériens réfléchissent un petit peu et finalement disent qu'il faudrait qu'ils sortent au troisième taxiway sur la gauche. Et là, ce qui n'avait pas posé de problème jusqu'à présent se pose en problème maintenant, puisque à Tenerife, c'est très courant, il y a énormément de brouillard. On ne voit rien. Comment faire pour sortir au troisième taxiway sur la gauche si vous n'avez pas de visibilité à moins de 200 mètres? Eh bien, vous faites comme si vous étiez dans un couloir tout sombre et vous utilisez les outils à votre disposition pour pouvoir faire sens de votre situation. Les pilotes vont donc utiliser le système de communication radio, qui est alors très bien conçu en fait, parce qu'il permet de réguler les conversations qui existent entre la tour de contrôle et les équipages. Et d'ailleurs, ça régule tellement bien que les équipages eux-mêmes ne peuvent pas dialoguer entre eux, mais ils doivent discuter forcément avec la tour de contrôle. Et ce qu'il y a de malin dans ce système de communication, c'est que justement, tout le monde peut s'entendre. Vous me direz, la transmission doit pouvoir se faire. Revenons à notre avion de la Pan Am. L'avion de la Pan Am arrive sur la piste de décollage, donc on lui a dit de remonter jusqu'au troisième taxiway sur la gauche. Donc il y va, hop, il s'arrête un peu, ou en tout cas il regarde sur le côté, il s'aperçoit que le taxiway C1 là, qui est sur la carte le ramène vers l'aérodrome, pas très utile, on continue. Il approche C2, et C2, pas plus utile, toujours, l'amène vers l'aérogare. Et enfin C3. Ah, et ne serait-ce pas le troisième taxiway sur la gauche auquel pensaient les contrôleurs aériens? Et là, il se pose une autre question. Comment est-ce que je fais avec mon 747 pour tourner 235 degrés une fois et 235 degrés une deuxième fois pour venir me placer dans le petit taxiway qui permet de m'acheminer vers le bout de la piste? Et ils disent, en fait, c'est pas possible. C'est pas possible.
un 747 ne peut pas le faire. Donc le troisième taxiway sur la gauche auquel pensent les contrôleurs aériens, ça ne doit pas être le C3, mais ça doit être le C4. Résultat, le Boeing de la Paname reste sur la piste, continue d'avancer vers le C4. Et c'est à ce moment-là que le Boeing de la KLM, l'équipage du Boeing de la KLM, demande son autorisation de plan de vol. C'est-à-dire qu'il va en gros demander quel va être le cheminement qu'il va devoir adopter à un moment donné pour aller vers sa destination, qui sera Amsterdam en l'occurrence. Et voici ce qu'on... KLM 4805, you're clear to the Papa Beacon. Climb to an... Vous avez entendu « You are clear to the Papa Beacon ». Vous avez entendu, en fait, finalement, une autorisation de plan de vol. Et en fait, le Boeing de l'équipage de la KLM prend cette autorisation de plan de vol pour une autorisation de décollage. Parce que « clear », ça veut dire autorisation. Et puis après, dans la suite du texte que vous avez entendu, eh bien, les contrôleurs aériens disent « You are clear to Papa Beacon, you will take off and join the VOR, donc, etc. » Je ne vous le fais pas. Mais globalement, vous avez donc une instruction qui associe le terme « clear » et « take off ». Et donc il se dit bah, « C'est bon, j'ai mon autorisation de décollage. » Et boum. L'incendie est très violent, hein, il y a beaucoup de morts. Malgré toutes les tentatives du pilote de la KLM pour éviter le Boeing de la Paname qui continue à descendre la piste, eh bien on arrive à la collision. Et... Bon, qu'est-ce qu'on apprend de tout ça? D'abord que cette collision, en fait, elle est due à deux quiproquos. Le premier qui retarde la sortie de la piste du Boeing de la Paname, hein, qui a pris le troisième taxiway sur la gauche, auquel pense le contrôleur aérien, qui pensait donc que c'était le C4 au lieu du C3, donc il reste plus longtemps sur la piste, et le Boeing de la KLM qui décolle sans autorisation, mais tout en ayant compris qu'il avait reçu cette autorisation, en faisant une confusion sur le terme clear, to clear, autorisé, qui va être associé à donc, cette autorisation de plan de vol et non pas cette autorisation de décollage. Finalement, la transmission qu'on a voulu la plus limpide possible avec le système de communication radio a complètement échoué. Elle a échoué d'autant plus que les contrôleurs aériens n'ont absolument aucune idée de où se trouvent les avions sur le tarmac de l'aéroport parce qu'il n'y a pas de radar au sol. À ce moment-là, il faut donc se poser la question différemment. Est-ce qu'on a transmis des informations qui étaient interprétables de manière partagée par l'ensemble des acteurs qui sont en présence dans cet accident? C'est intéressant tout ça, parce que le premier quiproquo qui est provoqué par cette instruction un peu ambiguë des contrôleurs aériens, que les pilotes décrivent de manière ambiguë, puisqu'ils posent plusieurs fois la question de savoir si effectivement il se passe quelque chose, est-ce qu'il y a bien un troisième taxiway sur la gauche, est-ce que c'est vraiment le bon, est-ce que j'ai bien entendu? Et tout ça ne permet pas aux contrôleurs aériens de préciser ce qui se passe dans cette situation. Et donc, la transmission ne se passe pas bien parce qu'on a transmis les informations, mais pas aussi les cadres d'interprétation de cette compréhension ou de cette information. Donc ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, vous remarquez bien que dans le quiproquo, eh bien, on fait disparaître tout doute dans la compréhension de ce qu'on peut apporter dans le système de communication radio. À ce moment-là, lorsque le Boeing de la KLM reçoit son instruction de décollage, hein, en tout cas ce qu'il pense être son instruction de décollage, pour lui, il ne fait aucun doute qu'il n'y a personne sur la piste. Il le dira d'ailleurs dans le cockpit, et on retrouve ces enregistrements dans les rapports d'enquête. Donc ça veut dire qu'il faut à la fois se préoccuper, dans ces situations très critiques, il faut à la fois se préoccuper de la transmission de l'information, mais aussi de la manière dont ces informations vont être partagées. On apprend d'autres choses avec ce quiproquo. D'une part on a dit, le doute disparaît. Dans une situation de quiproquo, le doute disparaît. Mais dans la situation de compréhension, le doute disparaît aussi. D'accord ? Si le doute disparaît dans les situations de compréhension, c'est peut-être que dans le langage, et en ce moment même, il y a plein de quiproquos. Mais ce n'est pas grave, vous avez vu. Il y a plein de situations où
avoir du quiproquo, ça ne porte pas à conséquence. Et plus précisément, il y a même des situations où on aurait presque intérêt à favoriser ce quiproquo. Par exemple, des situations d'innovation. Parce que le quiproquo va nous permettre d'aller explorer le monde au-delà de ce qu'on aurait compris au premier abord. Mais ça peut être utile aussi lorsqu'on parle de pirates informatiques, par exemple, ou de pirates de l'air. On était dans le monde aérien. En effet, qu'est-ce que fait le pirate? Il va exploiter les quiproquos dans lesquels sont les utilisateurs normaux du système. Plus précisément, si jamais on croit se comprendre très bien, là on est en train de parler, on croit se comprendre, on se comprend très très bien, et que quelqu'un a compris qu'on ne se comprenait pas, il va pouvoir exploiter ces failles de la compression et donc de la transmission afin de les tourner à son avantage peut-être. Donc, les quiproquos, ça peut avoir des conséquences catastrophiques, dans très peu de cas, il faut se rassurer. C'est probablement une situation beaucoup plus courante qu'il n'y paraît. La plupart du temps, ce n'est pas grave. Dans certains cas, il sera utile de les favoriser. Et enfin, dans certains cas, il faudra chercher comment identifier ces situations critiques où il sera essentiel de se comprendre. Voilà, je vous remercie de votre attention.